Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Une querelle de voisinage à l'origine de la décision d'expulsion de locataires par une propriétaire. L'affaire fait grand bruit à Kawini, dans la commune de Mamoudzou. Les locataires seraient des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Dans le cadre de l'abolition de l'esclavage, une conférence réunira plusieurs spécialistes demain, dont notre invité Serge Romana. Il est le président de la Fondation Esclavage et Réconciliation, connu aussi pour son combat pour la mémoire de l'esclavage. La campagne pour la déclaration d'impôt est lancée. Vous avez jusqu'au 29 juin à minuit pour faire le nécessaire, de préférence en ligne, surtout si vos revenus dépassent les 15 000 € annuels. Des précisions dans ce journal. Des problèmes de voisinage sont à l'origine d'un conflit entre une propriétaire mahoraise et des locataires. Des dizaines d'Africains demandeurs d'asile et réfugiés. La propriétaire exige leur départ de son immeuble depuis mercredi. Gervais Nietzsche et Nordine Bensmail. Fais gaffe. J'en ai marre, j'en ai assez. Tout le temps problème, tout le temps machaka, tout le temps problème, tu changes. Machaka zaouz na taraki zaouz. Oumi est en colère. Cette mahoraise ne supporte plus la présence de ses voisins. Je ne veux pas l'Africain qui habite ici. J'en ai marre. Vous ne voulez pas d'Africain dans... Ici. Et pourquoi? Il est méchant, il est dur. Il ne paie pas l'électricité, il ne paie pas l'eau. Même la maison. Il n'a pas beaucoup de problèmes ici. Alors va dégager. Donc comme vous... ça, on est tranquille. Donc vous coupez l'eau et l'électricité pour qu'ils partent? Ouais. Une cinquantaine de demandeurs d'asile rwandais, burundais et congolais, ainsi que leurs enfants, vivent dans cet immeuble insalubre qui ne dispose que d'une douche. Ils affirment être en règle. Depuis mercredi pourtant, ils sont privés d'eau et d'électricité. On a besoin de l'eau, l'électricité. Il y a les enfants, il y a les mamans, il y a les gens qui bougent beaucoup pour avoir quelque chose à manger. Alors, si on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de la vie. Emmanuel, 38 ans, occupe cette chambre qu'il loue à 100 € par mois. Ce Congolais a 5 enfants. Leur état de santé se dégrade à cause du manque d'eau. Roger, 24 ans, est père d'une fillette. Ce réfugié rwandais vit ici depuis 1 an et demi. La nuit, il installe son matelas sur cette dalle et dort avec son enfant à la Belle Étoile. Moi, je dors ici. Oui. Ah oui. Vous dormez ici? Ah oui. Et pourquoi? Parce que dans la maison, c'est très chaud. C'est très chaud. Parce qu'on a coupé l'électricité? Ah oui, il n'y a pas d'électricité. Parce qu'il n'y a pas de ventilateur. L'immeuble de 2 étages est situé sur la hauteur de Kawini. C'est la propriété d'une mahoraise établie à La Réunion. Souvenez-vous, il y a un peu plus de 3 mois, le 10 janvier dernier, un glissement de terrain suite à un épisode pluvieux faisait plusieurs victimes, une mère et ses enfants surpris dans la nuit. C'était à Kungu, dans le quartier dit Karbwana. À l'époque, tout le voisinage avait été évacué. Plus de 3 mois après, que sont devenues les familles? Ont-elles retourné sur place? Élément de réponse avec Géniel Toumani et Géraldine Lui. Cet homme que nous avons rencontré était le voisin direct de la famille décédée ici le 10 janvier dernier suite à un éboulement de terrain. Sa case en tôle de 2 pièces qu'il tient à nous montrer est désormais inhabitée, mais reste encore quelques affaires à l'intérieur, d'où le cadenas sur la porte, nous confie-t-il. Je vivais là avec ma femme et nos 2 enfants, mais avec ce qui s'est passé, je ne me voyais pas me réinstaller ici, d'autant qu'on nous a dit de partir et que c'est une zone dangereuse, donc j'ai préféré aller ailleurs parce que c'était dur de venir ici. Ailleurs, c'est un peu plus haut, nous dit-il, sans plus de précision. D'autres sont carrément partis avec leur tôle, histoire d'aller s'installer autre part également, le cas de Hamada. Lorsque l'accident est arrivé, nous avons carrément déplacé la maison avant qu'il nous arrive quoi que ce soit. Et là où nous vivons aujourd'hui, il n'y a aucun souci puisque ce n'est pas sur un lieu en pente, mais une surface plane. Si Hamada est parti d'ici, nous avons constaté que ce n'était pas le cas de tout le monde. Malgré l'injonction de la mairie de Kungu de quitter les lieux, cette dernière nous affirme que des procédures sont en cours. Tout autre chose, France Télévisions accompagne les personnes en situation de handicap dans le cadre de l'opération Diodei, inclusion
Opération mise en place depuis 2016 sous l'égide du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, où le temps d'une journée de stage, une personne en situation de handicap est en duo avec un ou une salariée. L'objectif de la démarche est de faire bouger les lignes sur l'inclusion de cette population au sein de la société. Et donc ce soir, Mayotte, la première, accueille Raïssa Dounouraini qui va nous présenter cet événement important de l'histoire de Mayotte, à savoir la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Bonsoir Raïssa. Bonjour, bonsoir. Donc tu as une nouvelle à nous dire ce soir. Oui, effectivement, pour Mayotte, la date de commémoration, c'est la date de commémoration officielle de commémoration, c'est le 27 avril. Plusieurs manifestations sont prévues un peu partout dans l'île. Reportage. L'esclavage a une histoire. Derrière un mot générique qui désigne l'abomination de la traite des êtres humains, l'esclavage se décline selon les pays, selon les civilisations, selon les époques. Aux Antilles-Guyane, pour ne parler que des terres françaises, les historiens l'ont étudié depuis déjà quelques petites dizaines d'années. Ici à Mayotte, la première commémoration ne date que de 1994. Il est important pour le musée d'aborder cette question parce que c'est une question qui est taboue. Et le musée est là pour aborder justement des questions qui fâchent. Et la question de l'esclavage, c'est une question qui fâche parce que nous avons des gens à Mayotte qui considèrent qu'à Mayotte, on n'a jamais été concerné par l'esclavage. Et pourtant, on sait que c'est le cas. D'ailleurs, il y a encore des tabous autour. On ne sait pas trop... Enfin, on n'arrive pas à dire si telle ou telle famille a été sujet à de l'esclavage, etc. Et en général, les gens n'apprécient pas beaucoup qu'on sache qu'ils font partie de ces familles-là. Quand on parle de l'esclavage à Mayotte, il faut raison garder, ne pas transposer des modèles qui ont prévalu dans les Antilles françaises sur Mayotte. Parce que Mayotte a un esclavage différent, avec des acteurs différents. L'esclavage dans l'océan Indien a son histoire propre. Un énorme travail de documentation reste à réaliser. Le schéma général au cours des siècles est aujourd'hui connu. Nous avons la traite arabo-orientale. Ensuite, nous avons la traite avec l'arrivée des Européens à partir du XVIe siècle. Donc ça fait une différence comparée à la traite atlantique qui a impliqué seulement les Européens. Ici, nous avons des Arabes, des Africains aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les sultans des différentes îles des Comores ont vendu leurs sujets à un moment ou à un autre. Ce qui est l'esclavage ailleurs, on a l'impression que c'est le blanc qui met en esclavage les noirs. Ici, nous avons des noirs qui mettent en esclavage des noirs. Exceptionnellement, le musée sera ouvert samedi avec une conférence sur l'esclavage et des animations mettant en avant la culture de Mayotte, pour les adultes mais aussi pour les plus jeunes. En revanche, cette année, contrairement à l'an dernier, pas d'exposition. La crise sociale est passée par là. Un reportage signé René Lataste et Nordine Bensmaël qui sont donc allés au musée de Mayotte. Et le dernier intervenant que nous avons vu dans le reportage animera une conférence sur l'histoire de l'esclavage à Mayotte à partir de 8h30, toujours au musée en Petite Terre. Et jusqu'à dimanche, plusieurs actions auront lieu. Parmi ces manifestations, il y a cette conférence où plusieurs spécialistes prendront la parole, dont notre invité Serge Romana, qui est arrivé ce matin à Pamandzi. Il est le président de la Fondation Esclavage et Réconciliation, connu aussi pour son combat pour la mémoire de l'esclavage. Originaire de la Guadeloupe, il est généticien et professeur des universités. Il a été pendant plusieurs années président du comité Marche du 23 mai 1998. Il est donc notre invité ce soir. Serge Romana, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de voir ce reportage sur cette date de commémoration de l'esclavage à Mayotte. Vous en pensez quoi, vous, en tant que spécialiste de la question? Bon, le mot spécialiste, tout d'abord, je ne suis pas historien. Je suis médecin, je suis généticien. Et en fait, je suis là parce que depuis une vingtaine d'années, je mène avec d'autres, beaucoup d'autres, un combat pour que soit commémorée avant tout, en tout cas pour ceux qui nous concernent, la mémoire des victimes de l'esclavage. L'esclavage est un crime contre l'humanité, il y a eu des victimes, bien évidemment, sinon il n'y aurait pas eu de crime. Et on a très longtemps commémoré l'abolition dans les Antilles françaises. Et à partir de 1998,
nous avons compris qu'il fallait honorer la mémoire de nos parents, que nous ne sommes pas nés le jour de l'abolition et que nous avons une histoire de 213 ans avant l'abolition où justement notre culture est née. Elle est née dans l'habitation. Je parle pour tous ceux qui est esclavage atlantique et à Réunion. J'ai bien compris qu'à Mayotte, c'est tout à fait différent. Donc, les questions, chaque fois que je pose, c'est qu'est-ce qu'on commémore, pourquoi on commémore, à quoi ça sert pour une population de commémorer, en quoi elle vivra mieux, elle sera mieux. Et ça, c'est très différent des questions de l'histoire. L'histoire, c'est indépendamment des questions de mémoire, l'histoire, c'est d'apprendre ce qui s'est passé, et c'est important. Il faut absolument, mais il y a l'histoire et il y a la mémoire, et la commémoration, c'est avant tout une question de mémoire, même s'il y a des données historiques qu'il faut connaître, bien évidemment. Alors, vous nous dites, là, si on doit comprendre, c'est que l'esclavage, ce qu'on a entendu aussi dans le reportage, l'esclavage qu'il y a eu à Mayotte est différent de ce qu'ont vécu les Antillais, les Réunionnais, tel que nous, on nous l'a appris à l'école. Alors, c'est très simple, hein. Je crois que ça va frapper tout le monde. S'il n'y avait pas eu l'esclavage aux Antilles, je ne serais pas là. Voilà. C'est-à-dire que avant l'esclavage, les Antillais modernes, il y avait des Amérindiens, mais les Antillais modernes, ce qu'on connaît, ce que vous connaissez, n'existeraient pas. Et je pense que c'est aussi c'est un peu aussi vrai pour la Réunion. Alors que, si j'ai bien compris, les Mahorais, c'est une histoire différente. Et donc, on ne peut pas comparer les deux choses, c'est évident. Nous, on est resté 213 ans en esclavage où c'était l'esclavage mis en place en Caraïbes par les Français et à côté par les Anglais et puis par les Portugais au Brésil, par exemple. Donc, c'est très, très différent. Si j'ai bien compris, l'esclavage a été aboli officiellement à Mayotte en 1946, le 9 décembre 1846. Et il a été aboli lorsque les Français ont pris possession de cette terre. Donc vous voyez, ce sont des histoires extrêmement différentes. Donc justement, j'attends beaucoup de mains pour pouvoir apprendre. Hein. Des historiens qui seront là, ça c'est clair. Et votre intervention à vous portera sur quoi? Ben justement, c'est-à-dire que je vais expliquer comment nous on a posé le problème, en tout cas en France hexagonale, et en quoi c'est d'honorer la mémoire des victimes de l'esclavage a beaucoup changé notre perception de notre citoyenneté, a beaucoup changé la perception de l'image qu'on avait de nous, de l'image qu'on avait de nos aïeux, l'image que nous, aujourd'hui, on se fait de ce que nous sommes. Et nous affirmons de façon très claire que nous sommes des Français, mais nous sommes des Français descendants d'esclaves. Et on le dit très clairement, nous sommes des enfants de survivants. Et alors qu'avant, on avait très honte de cela, aujourd'hui, on a compris que la force que l'on a en nous, la capacité de s'adapter à des situations différentes, vient du fait que nous héritons en direct, nous, de cette histoire qui nous a fondés pendant 213 ans. Donc c'est quelque chose d'important. Donc se réconcilier avec son histoire, c'est nécessaire. Et par rapport à Mayotte, où quand on parle d'esclavage, il y a un déni, où les gens disent non, on n'a pas connu l'esclavage à Mayotte. Et quelque part, puisque ce n'est pas enseigné non plus, est-ce que ça ne participe pas au fait qu'aujourd'hui la population ne connaît pas ce pan-là de son histoire? Ben, vous savez, hein, aux Antilles, on est resté très longtemps à nier cette histoire. Et pourtant, je vous dis, c'est 213 ans d'histoire. C'est la naissance des Antillais, l'esclavage. Alors, donc, la question pour Mayotte, et je pense qu'elle est très importante, est-ce que la naissance des Mahorais, c'est l'esclavage? Alors qu'on peut le dire très clairement, la naissance des Antillais, c'est l'esclavage. La naissance des Réunionnais, c'est l'esclavage. La naissance des Guyanais et des Noirs américains ou des Noirs du Brésil, c'est l'esclavage. Donc, il est normal que c'est quelque chose qui a imprégné considérablement ces sociétés. Hein, on est né dedans. Voilà. Et donc, la question est de savoir, donc, à Mayotte, est-ce que la naissance des Mahorais, c'est l'esclavage? Quelle est-elle, cette naissance? Et ça, ce sont des données d'histoire qui permettent justement de pouvoir répondre à cette question, d'où l'importance de connaître précisément l'histoire d'une population dans un territoire donné. Merci beaucoup, Serge Romana, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Et ça sera donc demain la conférence au conseil départemental. Exact. Merci beaucoup. On en vient à présent à la campagne de déclaration des revenus qui est lancée. La date limite est d'ores et déjà fixée au 29 juin à minuit. Et cette année,
La direction régionale des finances publiques encourage les usagers à davantage s'approprier la déclaration en ligne. René Lataste et Youssouf Ahmed Matoir. Guichet numéro 1 blanc, numéro 26. Guichet numéro 1 blanc, numéro 26. Merci. Une scène qui devrait à terme disparaître. Une des dizaines de personnes qui passent au guichet sur rendez-vous. L'administration fiscale arrive à l'heure d'Internet, obligatoire au-dessus de 15 000 € de revenus et très fortement recommandée dans tous les autres cas, et le plus tôt possible. Pour l'administration des finances publiques, toute une organisation pour répondre aux usagers. Réponse par téléphone, Internet et sur rendez-vous le mardi et le jeudi. Surtout en ce moment, il y a les dépôts où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu les déclarations. Donc on a beaucoup d'appels. Ils sont inquiets. Pardon ? Ils sont inquiets. Oui, oui. Surtout et aussi pour les identifiants pour faire les déclarations en ligne. Nous incitons les Mahorais à aller sur Internet. Je veux tout simplement rassurer les gens pour leur dire que ce n'est pas compliqué du tout. Il suffit juste de créer son compte en bénéficiant des identifiants que nous avons au sein des services. Vous pouvez nous contacter pour prendre un SMS ou prendre un rendez-vous. Vous pouvez nous envoyer un mail. À partir du moment que vous avez vos identifiants, vous pouvez aller en ligne et télédéclarer. C'est facile, c'est simple, c'est très pratique. Et effectivement, ça vous évite de venir sur Mamoudzou. On connaît le contexte de Mamoudzou avec les histoires d'embouteillage. Donc ça peut vraiment vous faciliter la vie sur Internet. À Mayotte, 70 000 déclarants en tout, mais seulement 8 000 personnes imposables. Une année charnière. L'an prochain, on passe à la retenue directe à la source. C'est la dernière année de façon classique. On aura communiqué sur le sujet, bien sûr, d'ici la fin de l'année, parce que l'an prochain, au 1er janvier 2019, c'est la mise en place de la retenue à la source qui va changer la méthode de recouvrement de l'impôt. Mais on fera ça de la manière la plus simple possible et nous allons bien sûr l'expliquer à tous nos usagers. Et le relais se fait à travers la déclaration en ligne, qui était indispensable. Et voilà, il faudra de toute façon utiliser la déclaration en ligne, puisque ce sera vraiment le support de toutes les relations entre l'usager et l'administration fiscale. C'est pour ça. Entre le 22 et le 31 mai, des conseillers des impôts passeront 2 jours par semaine dans toutes les communes de Mayotte pour aider les usagers à remplir leurs déclarations. Dans la région, 48 heures après la tempête Fakir qui a fait 2 morts et des dégâts considérables, la polémique enfle. À La Réunion, la procédure d'alerte et la gestion par le préfet sont pointées du doigt. La ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, envisage une révision du dispositif en cours. Sabine Mussy. Tempête éclair mais vent de colère. La Réunion pense ses plaies après le passage de Fakir, mais l'orage gronde toujours chez les riverains. Je ne sais pas si le mot anticipé veut dire quelque chose pour certains, mais enfin... Voilà le résultat. Colère des riverains et polémique politique. Si beaucoup reconnaissent que le phénomène s'est révélé plus important que prévu, nombreux sont ceux qui pointent la gestion du préfet. À partir du moment où on met en danger la vie de mon peuple, je deviens extrêmement méchant. Et je crois que c'est ce qui s'est passé dans la gestion de cette dépression qui est venue et qui est passée, en l'occurrence Fakir. Colère politique, temporisation du gouvernement. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est imminente. Le fonds de secours pour l'outre-mer est d'ores et déjà mobilisé. Première leçon tirée de Fakir, la modification des échelles d'alerte à La Réunion. Aux Antilles, par exemple, il y a 2 niveaux intermédiaires qui permettent de déclencher des vigilances, une prévention, des décisions à différents niveaux. La Réunion ne bénéficie pas du même modèle que les Antilles, donc il faut pouvoir se questionner sur ce modèle. Et puis, comment ce modèle ne prend pas qu'en compte le vent, mais bien sûr aussi les précipitations et la houle. Un souhait et un mea culpa, Météo France avoue avoir elle-même sous-estimé le phénomène. Sur ce phénomène-là, c'est une accélération du vent dans la nuit de lundi à mardi qu'on n'avait pas anticipé le lundi matin. La saison cyclonique s'achève officiellement dans quelques jours. Elle a été particulièrement dense cette année à La Réunion. Et puis un mot de basket pour vous dire que la finale retour du championnat débutera dans quelques minutes à 19h30 au gymnase de l'Abattoir. Finale opposant les Vautours et le basket club de Mtsapéré. En cas de victoire des Mtsapérois, le BCM sera proclamé champion. Mais si ce sont les Vautours qui l'emportent, il faudra alors jouer une troisième rencontre dimanche prochain à Mtsapéré cette fois-ci. Le résumé de la rencontre dans vos éditions de demain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle la principale information.
Ce conflit qui prend de l'ampleur entre une propriétaire mahoraise et des locataires demandeurs d'asile et réfugiés. La propriétaire tente de les expulser de son bâtiment, mais rien n'y fait. Des problèmes de voisinage seraient la source de tout cela du côté donc de Kaweni. L'information revient demain en radio avec Moana Saindou dès 5h. Merci Raïssa d'avoir été avec nous. Tu as pensé quoi de ta journée? Parfait. Très bien. On remet ça une autre fois? Avec plaisir. Tu restes avec nous parce que tu vas encore présenter le journal en maoré avec Darwesh Dao. Demain, vous serez avec Papino Zaidani et tout ce week-end dès 19h. Nous, on se retrouve très bientôt sur La Première.